Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment d'être présents à la deuxième édition du Forum du numérique, co-organisé par le MEDEF Sud, l'Union patronale du Var, la région Sud, Formasup et Syntec Numérique. Merci beaucoup au Palais Neptune et à ses équipes de nous accueillir aujourd'hui. L'an passé, la première édition du Forum du numérique avait réuni plus de 1500 personnes au Palais du Pharo à Marseille et nous avions pu compter sur la présence de Mounir Majoubi, secrétaire d'État chargé du numérique de l'époque, et Renaud Muselier, président de la région Sud. Donc la conférence plénière de cette deuxième édition est consacrée au numérique naturellement, mais plus précisément aux compétences qu'il requiert, qu'il génère, aux nouveaux besoins et aux nouveaux métiers qu'il induit. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir aujourd'hui un plateau de choix avec 4 intervenants de renom. Merci infiniment à eux d'avoir accepté de venir aujourd'hui à Toulon, partager avec nous leurs expériences respectives, leur vision du monde, de ce sujet, dont ils sont, vous êtes toutes et tous, acteurs aujourd'hui. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous présenter Laurence Bricteux. Laurence, corrigez-moi si je fais une erreur, vous êtes belge, journaliste de formation, vous avez été porte-parole ministérielle à vos débuts, et puis vous embrassez ensuite une nouvelle carrière en travaillant chez Apple durant 10 ans à Paris, puis à Londres, dans des fonctions de communication et de marketing. Après avoir travaillé chez Monster, vous devenez directrice générale adjointe du groupe Énergie, où vous êtes en charge de la transformation digitale. Après 2 ans chez Énergie, vous entamez un virage professionnel qui vous conduit à Marseille en 2013. Vous y apprenez à coder, vous enseignez à Kedge Business School ainsi qu'à Epitech, et vous devenez en 2017 directrice régionale de Saint-Plon, une association dont vous nous parlerez plus amplement tout à l'heure. Alain Lemel, à votre gauche. Vous êtes diplômé de l'NCAE, donc vous avez été administrateur de l'INSEE durant 18 ans avant de vous orienter vers le secteur privé. Vous rejoignez une start-up, Business Object, qui a été rachetée depuis par une petite start-up qui s'appelle SAP, dont vous devenez directeur des infrastructures. À la suite de votre carrière professionnelle, vous vous investissez dans des projets sociaux, notamment en Afrique et en France. En 2017, vous participez à la création de l'école des plombiers du numérique, dont vous êtes secrétaire général et dont vous nous parlerez vous aussi plus en détail tout à l'heure. Fabrice Le Sachet, à votre gauche, vous êtes donc diplômé de la Sorbonne et d'Assas, vous êtes vice-président et porte-parole du MEDEF depuis l'élection de Geoffroy Roux de Bézieux il y a un peu plus d'1 an maintenant. Jeune entrepreneur à la tête d'Area Group, spécialiste en ingénierie financière climatique, vous travaillez notamment en Afrique. Et vous sillonnez la France dans le cadre de vos nouvelles fonctions patronales. Vous avez récemment lancé le COMEX 40, qui est un organe du MEDEF composé de 45 jeunes dirigeants, 23 femmes et 22 hommes, je le précise, qui est chargé de réfléchir aux grands enjeux sociétaux de demain et dont le numérique fait partie naturellement. Vous étiez également, je le souligne, en charge de la rénovation de l'université d'été du MEDEF, qui est devenue la rencontre des entrepreneurs de France et qui s'est tenue fin août et avec grand succès à Paris, à l'hippodrome Longchamp. Voilà, bienvenue Fabrice. Enfin, Thierry Sioufi, à ma gauche, vous êtes ingénieur de formation, vous avez un parcours d'entrepreneur, vous avez été président notamment de Logica France et Luxembourg, et vous avez aujourd'hui une triple casquette. Vous êtes à la fois senior vice-président du groupe Atos, en charge notamment des marchés publics groupe et directeur commercial France. Je rappelle qu'Atos, c'est 120 000 collaborateurs dans 73 pays. Vous êtes également président du collège ESN de Syntec Numérique et vous présidez une école d'ingénieurs en région parisienne qui forme ses étudiants au métier de l'informatique et des mathématiques. Je ne trahis aucun secret, Thierry, en rajoutant que vous êtes également adjoint au maire de la ville d'Avray dans les Hauts-de-Seine où, étonnamment, vous êtes en charge du développement numérique. Bienvenue Thierry. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On n'a que 45 minutes, on débordera peut-être de 5 minutes, mais ça sera difficile de faire plus car on a le cocktail après. Donc, la révolution industrielle a profondément modifié la société du 19e siècle. Aujourd'hui, la transformation digitale bouleverse notre époque, incontestablement. Elle fait partie intégrante de notre quotidien et surtout, elle est amenée à s'accélérer, à s'intensifier dans les années et les décennies à venir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les entreprises, les employés, les clients, les citoyens, personne ne peut échapper à cette révolution digitale. Thierry, c'est à vous que je m'adresse tout de suite. Que signifie transformation digitale pour l'entreprise? Est-ce que c'est une question de survie? Puis tout de suite, une deuxième question à laquelle vous allez répondre si vous le voulez bien. Selon le dernier classement fait par la Commission européenne, le classement DESI, la France est 19e en termes de digitalisation sur 28. Qu'est-ce qui nous manque par rapport à nos voisins européens? Bon, bonjour à tous et à toutes. Bon, je reviendrai sur la deuxième question. Disons d'abord de quoi parlons-nous? Transformation digitale. On parle de l'entrée de la société dans le 4e espace, dit espace informationnel. Après l'espace terrestre, maritime, aérien,
Quatrième espace sur lequel il y a un phénomène majeur, c'est une accélération fantastique, quasiment en 50 ans, ce qui n'est pas arrivé sur les autres espaces. Nous sommes en phase de conquête très rapide de cet espace. Alors évidemment, cet espace renverse la table des positions acquises. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans des business traditionnels se voient confrontés à des questionnements, parfois des dilemmes, sur la suite à donner sur leurs activités, sur l'arrivée d'entreprises qui sont totalement digitales, qu'elles soient dans l'aérien, qu'elles soient dans le transport ou qu'elles soient dans les réservations d'hôtels. Vous êtes confrontés à l'arrivée de modèles qui ne correspondent absolument pas à ceux que vous avez connus jusque-là. Et alors, le vrai sujet, c'est que vous avez l'impression que le monde bascule, mais de vous à moi, on a peut-être fait 100 mètres sur l'Himalaya digital. C'est-à-dire qu'on s'est équipé d'infrastructures, on déploie, et c'est en partie la réponse sur votre deuxième question, la fibre, donc on irrigue les territoires. Mais le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, les technologies sont prêtes, donc il n'y a plus de problème technologique. Le vrai sujet, c'est l'adoption de ces technologies. L'adoption de ces technologies par les entreprises, pour être dans le B2B, voire dans le B2C, mais l'adoption de ces technologies par la société. Et là, c'est ce que nous appelons à Syntec Numérique le business to human, B2H, avec un vrai sujet que j'appelle souvent l'injonction paradoxale, c'est-à-dire tout le monde veut du numérique, à commencer par vous en tant qu'usager. Merci Steve Jobs, mais il nous a bien éduqués. Entre parenthèses, vous savez que la puissance des téléphones que nous avons dans nos poches est devenue supérieure à toute la puissance cumulée des data centers dans le monde. Petite parenthèse, ça s'est passé l'année dernière. Non mais tout ça pour dire que vous avez pris des habitudes, que vous êtes impatient, que vous voulez une relation personnalisée, que vous produisez de la data à chaque fois que vous appuyez sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et l'injonction paradoxale, c'est que la société se pose beaucoup de questions d'adoption. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2 ans, il y a eu un sondage en France sur la voiture autonome. À peu près 45% des personnes sondées ont répondu « Oui, je suis prêt et j'ai envie de la voiture autonome ». Le même sondage a été fait l'année dernière. On est passé à 20% de gens qui demandent la voiture autonome. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une phase de questionnement, de doute, mais à qui je donne ma data, à qui je donne... Voilà. Donc tout ça, je vous raconte ça de manière anecdotique, mais c'est vrai que ces questionnements sont dans toutes les têtes et toutes les entreprises. Donc on est à l'avènement de quelque chose d'important, et comme je m'adresse à un parterre d'entrepreneurs, je dirais qu'il y a beaucoup d'expériences réussies. Je vais vous en citer une, La Poste, Factéo, 90 000 postiers qui sont devenus des agents digitaux de proximité. Et le plus fort là-dedans, ce n'est pas la technologie. Le plus fort là-dedans, c'est la mutation sociale de l'entreprise. Vous n'avez rien entendu, vous n'avez pas entendu de conflits sociaux, et vous avez une boîte qui est allée à la conquête de son futur, en s'ouvrant de nouveaux espaces. Le contraire de ce qu'a fait Kodak. Voilà. Donc on en est là, et le message que je vous passe à tous, c'est il faut regarder le phénomène digital, bien sûr, comme une plateforme de référence, mais il faut le regarder aussi comme un instrument de conquête, non seulement business, mais également d'ouverture sociale et d'ouverture sociétale. Alors pour répondre à votre deuxième question, moi les classements... Alors d'accord, on est 19e au classement mondial. On est 15e au classement européen. Bon, entre nous soit dit, il faut aller voir ce qu'il y a dans le classement. Je veux dire tout de suite, on est 19e à cause d'un sujet. La France a un tout petit peu tardé à irriguer ses territoires de la fibre. Et donc, comme la fibre presse très lourd dans la notation, on est 19e. Moi, je vais vous dire, mon sentiment, c'est que la France n'est pas 19e. Elle a pris de très grosses initiatives, à la fois d'ailleurs dans le secteur public. Vous avez une administration qui s'est considérablement digitalisée. Entre nous soit dit, qui l'eût cru il y a 15 ans. Donc vous avez aujourd'hui une personnalisation de votre relation. Vous avez tout doucement des coffres-forts électroniques qui apparaissent. Je ne parle même pas de la déclaration d'impôt que ça. Et si vous regardez vos mairies, guichet unique, avec permis de conduire, plutôt carte d'identité, etc. Donc, non, la France est aux avant-postes. Au niveau des entreprises, on va dire que les grandes entreprises ont fait le job. C'est vrai qu'il reste un sujet sur les petites et moyennes, mais vous avez fait de très gros progrès. Il y a 5 ans, 60% des TPE n'avaient pas de site web. Aujourd'hui, il en reste 30%. Alors, je vais vous dire, moi, ce chiffre me choque un peu, pas parce que je suis acteur de l'industrie numérique, mais parce qu'il devrait en rester 5%.
Un site web, c'est déjà existé dans le monde d'aujourd'hui. Même pas le monde de demain, c'est existé dans le monde d'aujourd'hui. Vous savez tous que, et vous avez probablement ce comportement, quand vous allez acheter votre voiture, en tous les cas c'est ce que disent les constructeurs, la vente ne se fait plus en concession. Elle est faite sur la toile. Vous avez déjà choisi votre modèle, vous arrivez, vous en savez plus que le vendeur. Bon, etc., etc. D'où la nécessité pour tous, y compris les TPE, d'avoir des sites web. Voilà, alors, non, on est dans une situation où on est à l'initiative. Next 40, qui a été annoncé, contribue également à accélérer ce volet-là. Et puis, je suppose qu'on va en parler tout à l'heure. Tout le plan formation, ascenseur social pour les personnes qui sont en difficulté, etc. Le numérique offre de très belles réponses pour passer de la 19e à la 5e place. Merci Thierry. Fabrice, beaucoup d'entreprises ont embrassé ce virage numérique, beaucoup d'entreprises françaises, mais encore beaucoup aussi, comme le disait Thierry à l'instant, ils sont moins enclines, voire sont réfractaires. Où en est-on en France d'après vous? Quels sont les différents niveaux de maturité? À vrai dire, c'est une question complexe. C'est une question complexe parce qu'elle n'appelle pas une réponse unique. Ça dépend de l'angle que tu prends. Est-ce que tu regardes des groupes d'entreprises entre elles? Est-ce que tu compares des écosystèmes entiers, des États, des pays entre eux? Et en fonction du prisme de départ que tu n'as pas du tout la même réponse. Alors je vais être un peu concret. Président de la République, tu l'évoquais, Next 40, recevait à l'Élysée, c'était avant-hier, France Digital, on pourrait dire la French Tech, parce que c'est cet écosystème d'entreprises qui réussissent. Et d'ailleurs, on en est fiers, on en a besoin. Et qui s'est développé dans les dernières années. Alors la French Tech, c'est un peu l'élite dans le digital, pour faire simple. L'élite. Et c'est bien, parce que ça veut dire qu'on a une capacité à engendrer des jeunes pousses. Alors se pose la question d'ailleurs de comment on fait pour que ces jeunes pousses gardent leur siège en France, comment on fait pour qu'elles se financent au-delà de tickets, notamment de 50 millions d'euros, mais on ne va pas bouder notre plaisir. C'est quand même un mouvement qui crante. On est en Europe la première puissance aujourd'hui continentale sur la génération de jeunes pousses. On est devant l'Allemagne. Il y a suffisamment de comparatifs où on est derrière l'Allemagne pour se réjouir qu'on est devant l'Allemagne. Mais ce n'est pas la question d'être devant l'Allemagne. C'est qu'on a aussi un nombre de tickets investis dans des entreprises qui est supérieur au Royaume-Uni. On a un écosystème du capital investissement qui s'est beaucoup structuré. Il y a eu, alors Ernst & Young fait chaque année un baromètre. Il y a eu, je crois, plus de 3,5 milliards dans la French Tech l'année dernière. Les premiers chiffres qu'on a sur le premier semestre 2019 sont exceptionnels. On a un nombre de licornes qui va croissant. Et donc ça doit être accompagné. Mais ça ne doit pas, et ça ne peut pas masquer le reste, c'est-à-dire l'ensemble de l'économie. Tu le disais très bien, TPE, PME, entreprises de taille intermédiaire. Et on ne peut pas considérer que la transformation numérique ou que la révolution numérique en France est réussie si elle concerne qu'une élite. Alors évidemment, la French Tech, il y a à Toulon, il y a de la French Tech partout, mais ça demeure une minorité d'entreprises. Pourtant, cette révolution numérique dont on parle tous les jours, pourquoi on en parle d'ailleurs tous les jours? C'est parce qu'elle touche tous les territoires, toutes les entreprises. Pourquoi? Fondamentalement, ça transforme les flux logistiques, ça modifie les relations qu'une entreprise a avec ses fournisseurs, avec ses actionnaires, ça change le mode de relation entre salariés, entre employés et employeurs, ça modifie la façon dont on conçoit les produits et les services, dont on les distribue. Donc il n'y a pas un seul territoire du pays ou une seule boîte qui peut se dire « moi je suis derrière un peu mon mur et je suis tranquille ». Et donc le rôle d'une organisation comme le MEDEF, mais on y viendra après, c'est de faire en sorte que cette transition, elle se passe bien pour tout le monde. Nous, c'est ça notre responsabilité. Les entreprises dont je parlais, de la French Tech ou ce qu'on appelle les digital natives, ils ont finalement un double avantage. Ils ont l'avantage
d'être nés avec ce monde, cette ère de l'Internet. Et donc, par leurs racines, ils ont pensé leur entreprise dans cet écosystème. Les autres entreprises traditionnelles, elles doivent s'adapter. Mais il ne faut pas les opposer. Ce qu'il y a de difficile, parce qu'aujourd'hui, Carrefour, il est obligé de faire du e-commerce. Amazon, il est obligé d'avoir des entrepôts. À un moment, il faut bien avoir des contacts physiques, aller livrer au dernier kilomètre. Et ça se passe dans la vie réelle. Donc il ne faut pas les opposer. Mais à ce premier avantage se greffe un deuxième avantage qui est plus problématique. C'est ce que j'appelle l'avantage de réglementation. En fait, beaucoup de ces modèles, on le voit bien, tout le monde sait, je ne vais pas parler de Airbnb, Uber, etc., mais tous ces modèles, finalement, se construisent sur des réglementations qui restent fondamentalement sur une économie physique. D'où des distorsions et des asymétries de concurrence. Et ça, c'est problématique. Parce que lorsque des géants du numérique, les GAFA pour ne pas les citer, ont une optimisation fiscale ou un niveau, j'allais dire, de consentement à l'impôt qui est très faible sur notre territoire, où ils ont des activités, ça c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Parce que la charge fiscale, déjà, il y a une érosion de la base fiscale pour l'État, et on a besoin de solidarité, on a besoin de routes, on a besoin d'universités. Mais ensuite, la charge fiscale, elle va reposer sur qui? Sur ceux qui sont un peu physiques et chez lesquels on peut aller prélever. Et ça ne nous convient pas. Il ne faut pas qu'il y ait d'asymétrie de concurrence, il faut qu'il y ait une concurrence saine. Et pour ça, il faut faire évoluer tout le temps les réglementations. Tout le temps les réglementations. Il ne faut pas s'y tromper, derrière la fiscalité, il y a vraiment des visions qui sont exprimées. Très simple, hein, nous on a fait le choix des impôts de production il y a 20 ans, on a laminé l'industrie dans notre pays. Pas la même chose en Allemagne, les résultats sont différents. C'est juste que ce que je veux exprimer ici, c'est que la fiscalité a des conséquences. Et donc derrière la fiscalité, si on l'adapte au numérique, on peut faire en sorte que ça se passe bien, qu'il n'y ait pas de heurts entre ces entreprises traditionnelles, etc. Donc voilà ce que je peux dire. Alors peut-être dernier point, parce que effectivement French Tech ça va bien. Sur la globalité, tu me demandes la maturité. On est en retard, malheureusement. Numérique, secteur numérique, alors je parle sous le contrôle du Syntec. Mais moi j'avais retenu que c'était 6% de notre PIB. Je crois qu'en Allemagne, c'est 1 ou 2 points de plus. Aux États-Unis, c'est quasiment 10. Et c'est un problème. Après, on va revenir sur comment peut-être on peut accélérer. C'est un problème. Si on se compare, on sort de la France, on est un peu spectateur du match entre États-Unis et Chine. Ça ne veut pas dire que ça sera toujours le cas. Je ne suis pas défaitiste. Ça veut dire de toute façon qu'on a besoin de l'Europe. Un marché de 65 millions de personnes. Budget de la recherche, la France. Budget de la recherche de Amazon, c'est toute la recherche publique française. Donc il faut qu'on se mette à l'échelle. Et donc, si on ne veut pas être spectateur du match États-Unis-Chine, et on ne veut pas, on veut avoir la souveraineté numérique parce que les données de santé, elles sont en ligne, nos armées, c'est en ligne, la paye des fonctionnaires, c'est en ligne, il faut qu'on ait cette souveraineté. Et donc là, il faut sérieusement la construire. Voilà. Merci. C'est l'Europe. Merci Fabrice. Laurence, je reste sur cette question, je me tourne vers vous. Vous étiez en charge de la transformation digitale chez Énergie. Comment on fait aborder à un tel groupe une transformation de ce type? Est-ce qu'il y a des résistances, est-ce qu'il y a des freins? Oui, moi, quand je suis arrivée chez Énergie, moi j'étais donc en charge de la filiale e-Énergie qui s'occupait de tout ce qui était digital dans le groupe Média. Je suis arrivée là-bas en 2011, donc on va dire en sortie, après l'éclosion des réseaux sociaux et des grosses communautés. Et très clairement, je me suis retrouvée dans une industrie qui était finalement très peu préparée à la digitalisation et au numérique, puisque c'était la révolution précédente, c'était la télé, la radio. Et donc du coup, pour eux, la télé, la radio restaient le terrain de choix. Par contre, la chance qu'on avait chez Énergie, c'est qu'on avait le patron fondateur, qui est Jean-Paul Baudecroux, qui était un fan des nouvelles technologies, qui était hyper convaincu du fait qu'il fallait passer par là. Et donc en fait, c'était mon boss, et c'est lui qui drivait en fait l'entièreté de toutes les décisions de transformation numérique. Donc forcément, quand ça vient de la tête, c'est toujours un peu plus simple. Mais c'est évident qu'il a fallu convaincre de l'utilité des web radios. Aujourd'hui, on ne se pose plus de questions par rapport au fait qu'on écoute la radio sur le web. On ne se pose plus de questions quand on a un abonnement Spotify, quand on a un abonnement Apple Music. Ces modèles-là, en 2011,
chaque fois qu'on allait dans des conférences, on expliquait non, ça vivra pas, il n'y a pas de modèle économique, ça marchera pas. Bah, la preuve est que Spotify fonctionne, que Apple Music est une machine à cash, et de manière donc très claire, en fait, ça a évolué très très vite. Mais il est évident que la transformation numérique dans un groupe, elle passe par les activités du groupe, c'est une chose qui a été particulièrement bien abordée, mais ça passe également par les personnes qui travaillent au quotidien, au day-to-day dans les boîtes. Et c'est clair que c'est eux et elles qu'il faut embarquer dans ces changements-là. Et donc c'est quelque chose qu'on essaye nous-mêmes de faire avec Simplon, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais si on fait de la formation de personnes éloignées de l'emploi, on fait également de la formation, de l'acculturation de salariés et de reskilling de salariés au numérique, parce que ça doit passer de la personne qui gère l'entrepôt à la personne qui gère l'accueil, à la personne qui gère les RH, à la personne... Tout le monde, en fait, doit se retrouver sur un niveau de numérique. Et je terminerai en disant que, contrairement peut-être à l'idée reçue qu'on peut avoir, les digital natives, donc on va dire la génération... on va dire avant moi, j'ai 52 ans, donc la génération des avant, qui sont nés avec le digital, ne sont pas si digitaux que ça. Et je le vois avec mes équipes. Moi, j'ai une équipe très jeune chez Simplon. Moi, je suis de loin celle qui suis la plus digitale. Et parvenir à les faire utiliser les réseaux sociaux, leur expliquer qu'il faut mettre à jour un site web, etc. Et ben, c'est super compliqué. Et c'est moi qui me retrouve en fait à devoir expliquer et faire les choses. Et c'est moi, au bout du compte, qui les fait. Alors qu'a priori, je pensais qu'avec une équipe de 20 personnes qui ont moins de 35 ans, quelqu'un le fera à ma place. Eh bien non, c'est moi qui le fais. Et dans mon équipe, je ne sais pas s'il est dans la salle à Cannes, j'ai aussi quelqu'un qui est plus ou moins de ma génération. Ah bah oui, il est là, qui est de ma génération. Et c'est d'ailleurs lui qui le fait également dans son équipe. Donc comme quoi, c'est pas uniquement un tropisme marseillais, c'est le cas à Cannes également. Ça va à contre-courant des idées reçues. Là, alors. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, corrélée à la transformation digitale des entreprises qu'on vient d'aborder, se trouve la question centrale de la formation au métier du numérique. Alors, il y a une statistique qui circule un peu toujours, comme quoi 40% des métiers de demain dans le numérique n'existent pas encore. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, je ne sais pas comment on peut dire que c'est 40% et pas 30 ou 50, mais Thierry Soufi, avec votre triple casquette, comment on peut anticiper les besoins des entreprises et préparer les compétences de demain ? Comment vous faites ? D'abord, c'est quoi ces besoins ? Alors, les métiers qui n'existent pas et qui émergent, c'est tous les métiers de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité dont on parle aujourd'hui, mais celle de demain est encore plus complexe. C'est les métiers du quantum, la quantum technologique, on verra apparaître 2025-2030. Entre parenthèses, il y a une société en France qui y travaille, mais les Américains sont dessus, les Chinois sont dessus, donc des vrais sujets de souveraineté. Voilà, ces métiers-là qui apparaissent mais qu'on ne voit pas encore complètement, ils sont là. Ensuite, on est sur des vocations de plus en plus plurielles, c'est-à-dire qu'il y a la technologie, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a les usages. Et on touche de plus en plus aux métiers. Et donc, ces formations qui n'existent pas, ou ces compétences qui n'existent pas, c'est justement ce côté pluriel, c'est maîtriser l'environnement technologique, mais également appréhender parfaitement le besoin, qui est un besoin qui va souvent vers le B2C. Dans les cycles de décision des entreprises, on voit bien que le métier prend de plus en plus de poids sur les choix technologiques et les architectures. Voilà, alors comment les entreprises s'organisent ? Moi je préside le collège ESN Syntec Numérique, il y a 1100 ESN qui adhèrent au collège. On voit bien que les entreprises du secteur, pour le coup, qui sont confrontées les premières à ce tarissement de ressources, entre parenthèses, la France sort 40 000 ingénieurs par an. Là, on aurait de la place pour 80 000. Donc le problème à la base, il démarre là. À titre de comparaison, l'Inde fait 500 000 ingénieurs par an. Bon, évidemment, on ne se compare pas à l'Inde et évidemment, la proposition de valeur est différente. Mais je dis simplement, attention, notre marché, nous, il n'est pas hexagonal, il n'est même pas européen. Et je rejoins Fabrice sur le fait qu'il faut que l'Europe soit forte. Mais notre marché à nous, il est mondial. Bon. Donc comment on s'organise ? On s'organise, on a pris le taureau par les cornes, si je puis dire. Donc on a travaillé sur différents sujets. On a travaillé en amont sur la filière, je dirais, de formation, mais ça je viendrai peut-être tout à l'heure. On a travaillé également sur la politique, je dirais, d'accompagnement des salariés au travail. Et nous, on a un indicateur, c'est le turnover. Nos sociétés sont réputées pour avoir des turnovers élevés, c'est-à-dire les gens rentrent, font 4-5 ans et repartent. Bon, les turnovers ont baissé. Et pourquoi ? Parce que toutes les ESN, petites, moyennes ou grandes, entreprises de services numériques, ESN, ont travaillé sur la qualité de vie au travail, ce qu'on appelle la QVT. Et donc, mise en place, il faut savoir que dans l'entreprise, il y a 82% des sociétés qui fonctionnent en télétravail. C'est un truc, c'était inimaginable il y a 15 ans. 82%.
Moi, mon entreprise, 120 000 salariés, 12 milliards de chiffre d'affaires, ma secrétaire est en télétravail. Alors ça surprend, comme vous disiez, la génération, hein, ça la surprend un peu, mais je vous assure, ça marche très bien. Voilà. Non, mais tout ça pour vous dire que voilà, ça ce sont des choses où on travaille sur l'accompagnement du salarié, on travaille sur le volet formation, donc beaucoup d'investissements en formation, et pas uniquement de la technologie. Appréhender l'univers client, appréhender l'univers métier. Hein. Et ce qui fait que les sujets sont de plus en plus passionnants, décloisonnent. Il n'y a pas que des ingénieurs, il y a des profils école de commerce, il y a des profils même de TIC Bac plus 3, hein, c'est un sujet sur lequel on allait moins, mais pour permettre effectivement d'adapter l'ensemble du marché du travail à ces nouveaux souhaits, ces nouvelles exigences. Merci. Fabrice, je reviens vers vous. Comment le MEDEF fait la promotion du numérique auprès de ses adhérents et des entreprises au sens large ? Tout d'abord, il faut dire qu'on a quand même des leviers d'accélération concrets. Tout à l'heure, je disais au niveau global, on est en retard. Mais nous, on n'est pas des défaitistes. On est entrepreneurs. On pense qu'on peut faire mieux. On a tous les atouts en France. Et je vais le démontrer. Si on joue sur 3 leviers, on peut être leader en Europe et on peut créer la dynamique. Premier levier, les marges des entreprises. Alors vous allez me dire, au MEDEF, c'est des idéologues obsédés par la fiscalité. Non, pas vraiment. Pour 2 raisons. La première, c'est que comment vous financez la transformation numérique si vous n'avez pas de marge ? Parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Ça a des coûts, hein. Il n'y a pas que des sites internet. On parle de l'économie des données. Vous imaginez le coût de collecter les données, de les traiter, de les trier, éventuellement de les monétiser. Ça ne se fait pas comme ça, les données sont massives, vous avez besoin d'avoir de l'intelligence artificielle, donc vous avez besoin de compétences, ça se paye. C'est beaucoup d'argent. Alors transformez-vous numériquement. Oui, mais avec quel argent ? Il faut que j'ai des marges. Et le problème qu'on a, c'est pour ça qu'au MEDEF, on parle beaucoup de fiscalité. On aimerait en parler beaucoup moins. Parce que ça nous colle à la peau, cette image. On aimerait en parler beaucoup moins. Mais on a le niveau de prélèvement obligatoire le plus élevé des pays industrialisés et des pays européens. Et donc ça nous pénalise parce que c'est nos concurrents directs. C'est pour ça qu'on en parle, pour ça qu'on parle de ces impôts de production, etc. Donc essayons juste d'être dans la moyenne, on ne dit pas d'être un paradis fiscal, dans la moyenne des pays industrialisés, et ça permettra à beaucoup d'entreprises, notamment aux PME, TPE, d'investir dans la transformation numérique. Deuxième sujet, les compétences et les talents. Il y a beaucoup d'emplois non pourvus dans notre pays, dans tous les secteurs, mais en matière numérique également. Alors moi, j'avais le chiffre, je ne sais pas s'il est toujours d'actualité. On va rechercher, je crois qu'il y aura 70 000 emplois non pourvus en 2020. On parle de 200 000 à horizon 2022, avec des conséquences néfastes de divers ordres. La première conséquence, c'est que vous ne pouvez pas prendre les marchés ou pas faire la transformation numérique, donc vous prenez du retard, ou pas d'avance, mais dans les 2 cas, c'est un problème. La deuxième conséquence, qu'on ne souligne pas assez, je trouve, c'est que lorsqu'il y a pénurie de talents, les entreprises se piquent les talents. Et donc vous avez quand même un risque que les entreprises se fassent une compétition en payant plus cher, et on le voit, hein, ce n'est pas une vue de l'esprit. Sur les cadres, je crois que la hausse des salaires l'année dernière, c'était 2,4%, c'est plus que l'inflation. Alors, ce n'est pas gênant d'augmenter les personnels, hein. Ce qui est gênant, c'est quand on est dans un univers concurrentiel, qu'on n'est pas sur un marché de niche ou de rente, on ne peut pas augmenter ses prix et donc les répercuter. Et du coup, on vient détériorer encore sa marge, là encore. Et donc, moins de capacité pour investir. Et le troisième point, et je vais être très court, ce sont les infrastructures. On oublie qu'il y a quand même 6 millions de personnes dans notre pays qui ont, je crois, même pas plus de 3 mégabits. Donc, si tu veux, dans le Périgord, tu disais que je me déplaçais beaucoup. Il y a une entreprise de 400 personnes au nord de Périgueux. Ils ont des problèmes, mais massifs pour accéder, pour avoir un débit cohérent, alors qu'ils ont plein de trucs dans le cloud. Et ils ont besoin que ça soit fluide, simple. Et ça, c'est un vrai sujet. Si tu parles des territoires, comment localiser des entreprises numérisées là où il n'y a pas de réseau ? Il faut investir dans les infrastructures. Et là aussi, nous, au MEDEF, on défend cette idée, on a des propositions là-dessus, puisque notre job, c'est pas de faire la transformation numérique à la place des boîtes. Notre travail, c'est de créer l'encadrement favorable pour que les entreprises le fassent. Ce qui est ingrat, parce que les gens nous disent, mais en fait, vous parlez pas trop de nos sujets, en fait, vous parlez toujours de la réglementation, du social et de la fiscalité. Oui, c'est notre travail, c'est de vous faire ce cadre-là. Et en plus, on est bénévole.
Donc on ne demande pas de remerciements, mais il faut qu'on fasse la pédagogie de ce qu'est le MEDEF. Et le MEDEF Sud, Yvon, ici l'Union patronale du Var avec Gérard, font ce travail, c'est ce qu'ils font aujourd'hui en organisant ce forum, parce que ça doit se passer sur les territoires. Merci Fabrice, vous faites une transition parfaite avec Alain Lemel, parce que comme vous le disiez, qui dit numérique dit métier en tension aujourd'hui. Vous avez cité le chiffre de 70 000, j'avais le même chiffre. Pôle emploi a fait une étude l'an dernier qui disait que dans 60% des recrutements, les employeurs du secteur avaient des difficultés à trouver un candidat. La moyenne nationale, c'est 44%. Donc il y a 16 points d'écart. Vous, Alain Lemel, vous avez travaillé dans les infrastructures du numérique, là aussi, qui sont des emplois non délocalisables, hein, pour le coup, les infrastructures du numérique. Et là, il y a aussi énormément de métiers en tension. C'est ça, Alain? Oui, quand on parle des métiers du numérique, on fait souvent référence aux métiers du code, aux applications web development. Donc ce sont les couches hautes du numérique. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, et ça peut se produire à court ou moyen terme, c'est que ces emplois-là sont aisément délocalisables. Quand vous faites du code, vous pouvez le faire à Kishinev, à Shanghai, à Bangalore, à Rabat, et il n'y a aucune frontière, il n'y a pas de frontière technique. C'est le réseau qui irrigue les déploiements. Donc, les réseaux, ce sont les infrastructures, c'est la plomberie du numérique. Donc pour déployer des applications, il faut de la fibre optique, du cuivre, des serveurs, des équipements actifs, des data centers. Et tous ces équipements, toutes ces infrastructures doivent être déployés. Et on parlait de la fibre. Aujourd'hui, avec le plan très haut débit qui existe en France, on est face à ce problème de distorsion entre l'offre et la demande. C'est-à-dire que les entreprises du déploiement de la fibre ne trouvent pas les personnels pour effectuer ce déploiement à l'horizontale et au raccordement abonné. Si vous regardez le site Objectif Fibre, je vous encourage à le faire, il y a 26 fiches métiers, des métiers de la fibre optique, parmi lesquels, par exemple, piqueteur ou géomaticien. Mais qui sait dans cette salle ce que fait un piqueteur, ce que fait un géomaticien? Personne, ou presque. Donc il y a une méconnaissance de ces métiers. Et il y a une méconnaissance de l'ensemble de la population et des prescripteurs. Les pôles emploi, les missions locales ne savent pas ce que sont ces métiers. A contrario, si vous regardez le dossier pour labelliser une formation grande école du numérique, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, il y a 41 métiers listés, il y en a un seul, c'est l'installateur domotique, qui concerne les infrastructures numériques. Donc on a 26 métiers déterminés par Objectif Fibre, et on a un métier qui se figure dans la labellisation de grande école du numérique. Donc on a quand même un vrai problème là. On a un problème parce que ces métiers sont inconnus, ne sont pas promus, ne sont pas proposés à des gens qui peuvent les remplir. Il y a des gens qui n'ont pas la capacité d'abstraction nécessaire pour développer du code, mais ils ont l'intelligence du geste, l'intelligence de la main, et pourrait trouver un débouché dans les métiers du déploiement de la fibre, du rackage dans les data centers, dans la smart city, dans la maison connectée. Donc ce sont des déploiements qui sont nécessaires, il y a du support, il y a de la maintenance, ce sont des métiers d'avenir et il faut les faire connaître. Donc d'un côté, on a des gens qui demandent des ressources pour simplement remplir leur contrat de déploiement. Et d'un autre côté, on n'a personne. On n'a personne capable de sourcer des jeunes capables de déployer, de pratiquer ces métiers pour mettre en face de l'offre d'emploi qui existe sur les métiers de la fibre. Pour reprendre une formule célèbre, pour trouver un emploi, il suffit de traverser la route, mais il faut savoir où et savoir quand et qu'est-ce qu'on va trouver de l'autre côté de la route. Tant qu'on ne sait pas ça, on ne va pas traverser la route. Et l'enjeu, il est là, c'est de faire comprendre aux jeunes qu'il y a de l'autre côté de la route, il y a des métiers qu'ils peuvent prendre. Merci Alain. Thierry, Sioufi, j'imagine que les métiers en tension, c'est une question à l'agenda du Syntec. Comment faire pour pallier le déficit de candidats auxquels font face nos entreprises dans le secteur ? Très simplement, on prend un certain nombre d'initiatives de proximité. On travaille sur différents volets. On travaille sur la réconciliation des territoires, l'ascenseur social. On travaille sur le fléchage des métiers très tôt. Donc nous avons des actions au niveau des écoles du secondaire pour parler du numérique et pas sous le volet codage, mais sous le volet
changeurs de monde. En tous les cas, les ESN sont des entreprises qui participent à la transformation de l'ensemble des métiers. Donc voilà, on essaye de prendre des initiatives. Nous avons aussi beaucoup d'initiatives autour des femmes, 27% des femmes dans notre secteur d'activité, donc il y a un vrai sujet, mais on pourra en reparler tout à l'heure. En tous les cas, voilà, on est très engagé sur l'accompagnement. Par contre, la chose qui est intéressante, le numérique amène beaucoup d'agilité partout, renverse les tables, mais il transversalise un certain nombre de discussions. Il y a quelques années, il y avait la recherche d'un côté, les entreprises de l'autre, vous et nous, et puis les écoles. Et tout ce petit monde ne discutait pas. Tout ça a changé. Et il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises par les uns et par les autres, justement pour créer, je dirais, des champions numériques de demain. Merci Thierry. Parlons désormais numérique et inclusion. Avant de céder la parole à nos intervenants, notamment à Laurence et Alain, je vais faire comme vous, Alain, je vais citer le président de la République, Emmanuel Macron, pas pour dire la même chose, mais le président a dit il y a peu que le numérique ne devait pas être réservé aux plus agiles, ni aux plus favorisés, ni aux plus urbains. Autrement dit, le numérique nous questionne, nous interroge sur nos capacités de solidarité, d'équité économique et sociale, voire de cohésion nationale, pour aller plus loin. Parce que la transformation digitale dont on a dressé un peu le portrait depuis une demi-heure, au-delà d'une vision un peu enchantée ou idéalisée, elle peut aussi contribuer à accroître les inégalités. En 2012, il y a une étude de l'OCDE qu'on ne peut pas suspecter statistique à l'appui en tout cas, qui disait que le numérique contribuait à l'accroissement des inégalités économiques et sociales. Peut-être la parole à Laurence d'abord. Qu'est-ce que vous en pensez de cette affirmation de l'OCDE, Laurence? Et puis présentez-nous peut-être aussi simplement ce que vous y faites et comment le numérique peut être un facteur d'inclusion dans la société. Donc je vais peut-être d'abord un petit peu vous expliquer ce qu'est Simplon, puisque probablement que peu de gens connaissent encore cette école, cet institut de formation. Donc en fait Simplon, c'est une école qui est née il y a 6 ans sur un double constat. Le constat qu'il y avait beaucoup de postes à pourvoir dans les métiers du numérique, à l'époque, donc en 2013, et certainement à venir. Et le deuxième constat, qui était le fait de dire il y a un taux de chômage élevé, énormément de gens qui ont décroché, des gens qui sont éloignés, et comment est-ce qu'on parvient à mettre ces deux constats ensemble. Aux États-Unis, il existait déjà des bootcamps où on pouvait former sur des périodes courtes, c'est-à-dire moins de 2, 3, 4 ans, des personnes au métier du code. Donc l'idée, ça a été de développer une pédagogie dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous sommes 6 ans plus tard chez Simplon. Nous avons formé plus de 6000 personnes. Nous sommes présents dans 15 pays. Nous faisons un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros cette année-ci et nous sommes présents dans plus ou moins 70 lieux en France. Donc c'est une démonstration par le développement et par la croissance. Donc moi j'ai vécu dans cette entreprise ce qu'on appelle une hypercroissance. On va pas parler de licorne de l'ESS, mais on n'en est quand même pas très très loin. Et très clairement, l'idée, c'est justement de pouvoir sortir les personnes éloignées de l'emploi de leur statut de demandeurs, de personnes émargeant au RSA. Nous recrutons nos candidats nos apprenants sur base de la motivation uniquement. Donc il n'y a pas de condition de diplôme au départ. Et 7 mois plus tard, ils sortent de nos formations avec la possibilité de passer une certification équivalent Bac+2 reconnue au RNCP. Donc avec un diplôme reconnu. Et ils peuvent maintenant continuer également en contrat pro, en alternance, 13 mois complémentaires pour pouvoir arriver à un équivalent licence. Donc ça peut donner des parcours. J'ai par exemple un technicien en mode anecdote qui a fait une formation de technicien supérieur système et réseau. Il est sorti il y a de ça 4 mois. Il avait lâché l'école en 4e. Pendant quelques temps, on va dire qu'il a un peu disparu des radars. Il est revenu pour faire sa formation chez nous. Il est sorti après 6 mois de formation, donc technicien supérieur système réseau. Il n'a pas réussi sa certification. Il est rentré dans une entreprise. Il m'a envoyé un message avant-hier. Il a signé son CDI. Il a fini sa période d'essai. Il est salarié aux alentours de 30 000 euros annuels. Et il est charge de famille de sa maman et de ses 3 frères. Voilà. Ça, c'est une histoire, mais des histoires comme ça, je peux vous en raconter. Moi, j'ai 90 apprenants en permanence dans mon école à Marseille. Très clairement, c'est 90 histoires humaines et c'est 90 aussi personnes qu'on va aider et qui vont venir appuyer les Bac+4, les Bac+5 qui ont besoin de main-d'œuvre pour pouvoir justement mettre en pratique leurs projets, leurs idées. Nous, notre objectif, c'est pas du tout de dire on peut devenir ingénieur en
7 mois. Notre idée, c'est de dire il y a un niveau de formation et un niveau de qualification pour justement permettre d'accompagner en transition numérique les entreprises, en développement, en recherche, des personnes qui sont plus capées. Merci Laurence et bravo. Alain, peut-être l'école des plombiers du numérique en quelques mots? Alors l'école des plombiers numériques, c'est une association qui a 1 an et demi aujourd'hui, qui est née à partir de notre fondation qui s'appelle Impala Avenir. Le but de la fondation, c'est de financer des projets sur l'autonomisation par le travail. Et on a fait des projets en Afrique. Et donc les plombiers numériques, c'est notre projet emblématique en France qui vise à insérer les jeunes déscolarisés dans les métiers des infrastructures numériques. Il faut savoir qu'en France, vous le savez peut-être, il y a 1,5 million de jeunes déscolarisés. Ce qu'on appelle les NEETs en anglais, Not in Employment, Unemployment, Education or Training. Les missions locales les appellent les JANO, jeunes actifs non occupés, c'est plus simple. Et donc la moitié de ces JANO sont ce qu'on appelle des invisibles. Ils ont disparu des radars de l'État. Personne ne sait où les trouver, où les toucher. Comme ils ont moins de 25 ans, ils ne sont pas RSistes, ils ne vont pas à Pôle emploi, ils sont perdus. On ne sait pas où ils sont. C'est un gros problème d'ailleurs. Donc notre mission, c'est d'accompagner ces jeunes à travers une formation courte qui est totalement adaptée à leur profil de déscolarisés, c'est-à-dire qu'ils sont assez réfractaires à un enseignement classique, de les accompagner en 4 mois vers les métiers des déploiements, de déploiement de la fibre et des infrastructures numériques. Donc on se repose pour cela sur des acteurs de l'insertion. On travaille avec des acteurs de l'insertion, École de la Deuxième Chance, Apprentis d'Auteuil, Aurore, pour qu'ils accompagnent ces jeunes durant la formation. Avant, donc il y a un sas de remise à niveau pour les remettre dans le bon fuseau horaire. Parce que quand vous êtes déscolarisé, votre journée, en fait, elle commence à 2h de l'après-midi et elle finit à 4h du matin. Ce ne sont pas des horaires extrêmement compatibles avec le travail en entreprise. Donc il faut les remettre dans le bon fuseau horaire, leur donner un peu de savoir-être au travail, de leur apprendre les notions de fiches de paye, etc. Enfin, toutes ces notions-là. Et à l'issue de ce sas de remise à niveau, ils incorporent la formation des plombiers du numérique sur un plateau technique en alternance avec des stages en entreprise. Donc notre rôle à nous, c'est de mettre autour de la table des acteurs de l'insertion, des industriels du déploiement, des financeurs et les départements ou les régions. Et de monter un projet sur un territoire où il y a une DSP, un déploiement de la fibre, une RIP, donc qui permet en fait d'assurer un débouché pour tous les jeunes que nous allons sourcer. Et on a des sorties positives, donc CDD ou CDI aujourd'hui autour de 70%, ce qui est extrêmement bien pour ces populations qui sont totalement déscolarisées. Donc on a ce qu'on appelle des infra 5, c'est des gens qui ont arrêté en 6e ou en 5e l'école, donc ils sont très 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 éloignés de l'emploi. Mais on arrive à les former sur les gestes techniques pour le déploiement. Voilà. Donc le numérique est un facteur d'inclusion, peut-être un facteur d'inclusion. La réponse est oui. Oui. Merci beaucoup. Avant de vous libérer, dernière question, question centrale aussi, c'est la place des femmes dans le numérique. En 2017, le secteur du numérique employait au sens large seulement 33% de femmes et majoritairement dans les fonctions dites support, RH, marketing, communication. Parmi la partie plus technique, dirons-nous, seulement 16% de femmes. Et aussi en 2017, seulement 10% des startups étaient créées par des femmes. Donc, je m'adresse à Thierry et à Laurence. Un mot là-dessus. Que fait le Syntec pour favoriser la présence des femmes? Je bondis sur la question. Tous vos chiffres sont absolument exacts. Et c'est une catastrophe. Merci. Donc le vrai sujet, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est déjà le fléchage au niveau des écoles d'ingénieurs. En école d'ingénieurs, il n'y a que 15% de femmes qui sont dans l'école d'ingénieurs. Donc premier sujet, il faut qu'il y ait plus de femmes qui embrassent le métier de l'ingénieur. Deuxième sujet, nous, alors à Syntec Numérique, on a mis le paquet depuis des années, on a créé plusieurs choses. On a créé Femmes du numérique, où on essaye de faire en sorte que... Parce que les femmes dans le numérique, elles sont là, 27%, vous l'avez dit, mais elles ne sont pas dans les fonctions opérationnelles. Et c'est ça qui ne va pas. On ne va pas se priver de 50% de l'intelligence mondiale. Et en particulier dans le numérique. Bon. Donc le sujet, c'est de mettre dans la lumière toutes les femmes qui ont des parcours de dirigeants. Donc ça, c'est Femmes du numérique, ça marche depuis 2011, c'est dirigé par une femme. Et on fait en sorte vraiment on fait 4 événements par an sur le sujet. On travaille avec il y a un autre syndicat qui s'appelle le SIGREF, qui est un syndicat plutôt client,
qui a créé une fondation pour les femmes du numérique. Et donc là, on s'est associé, l'ensemble des entreprises, pour accompagner un certain nombre de testimonies et en tous les cas de parcours, en tous les cas les aider. On est signataire de la charte reconversion des femmes dans le numérique. Donc là, c'est un autre sujet. C'est un certain nombre de femmes qui ont fait des parcours tout à fait différents. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le numérique, c'est pluriel. Le numérique, ça n'a pas besoin que de technologues. Ça a besoin aussi de gens qui appréhendent très bien des univers métiers. Et donc là, il y a plein de jobs pour des gens qui ne l'ont même pas imaginé. Donc voilà, on fait tout ce travail avec un fléchage très très fort sur les femmes numériques. Et bien sûr, l'objectif, c'est d'augmenter significativement la place des femmes dans ces métiers. Alors, les entreprises ont mis des indicateurs. Nous piloterons à partir de l'année prochaine des indicateurs de performance, c'est-à-dire combien de femmes n'ont pas dans l'entreprise, mais combien de femmes ont accédé à des postes à responsabilité ou des postes de management opérationnel dans l'entreprise. Parce que c'est ça notre indicateur et c'est là où on verra vraiment la transformation. Merci Thierry. Laurence, vous avez passé toute votre carrière dans le digital. Comment rendre les métiers du numérique plus attractifs pour les jeunes femmes ? Mais je pense qu'il faut déjà, il y a la problématique des rôles modèles dont vous avez parlé, qui est évidemment quelque chose, il faut qu'elles se sentent légitimes. Nous, le constat qu'on fait chez Simplon, c'est qu'on a énormément de mal à recruter des femmes venues justement de milieux probablement moins favorisés, parce qu'elles se sentent encore moins légitimes de par leur parcours scolaire, de par l'environnement familial. Donc pour parvenir, nous on s'engage à avoir 40% de femmes dans nos formations. C'est très difficile, donc pour casser ce biais, on a tenté une expérience, on fait une formation 100% femmes, donc on a là pour le moment à Marseille 25 codeuses qui sont en train de terminer leur formation et qui sont hyper motivées, mais il a fallu aller les chercher et c'était très très compliqué. À titre d'exemple, quand on lance une candidature pour une formation de développeur web mixte, on va avoir entre 130 et 150 candidats. Pour la formation femmes, on en a eu 22 et on a été obligé de continuer à recruter au fil de l'eau. Hyper difficile qu'elles se sentent légitimes. Donc il y a très clairement un boulot à faire. Il faut aller dans les écoles, il faut expliquer que l'informatique, que la technologie de manière générale, c'est pas uniquement pour les garçons. Mais quand on voit comme à l'école, les filles ont tendance déjà à éviter les mathématiques, on se rend compte que forcément ça porte à ça aussi. Il y a un boulot à faire et donc avec Simplon, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les écoles, on va dans les collèges, on va dans les lycées, on met nos apprenants en reverse mentoring face aux collégiens, face aux lycéens, pour leur montrer ce que c'est que le code et que c'est pas uniquement les cours de Scratch un peu emmerdants qu'ils ont au collège, au programme, parce que ça c'est peut-être aussi un autre point. Là je vais me permettre de dire un truc peut-être qui est pas mais moi j'ai une fille au collège, qui maintenant au lycée, quand je vois le programme qu'elle a eu pour faire du Scratch, elle programme à la maison et c'est juste c'était pas génial. Et je peux imaginer qu'en effet, si je fais un sondage dans sa classe, il y en a probablement 29 sur 30 qui vont dire que la programmation et le code c'est juste le truc le plus emmerdant de la Terre, alors que c'est pas le cas. Voilà. Merci Laurence. Merci à tous les quatre. Merci à vous tous pour votre présence. Je vous invite désormais à profiter du cocktail.